Bonjour à tous. On m'a suggéré de discuter avec vous, de réfléchir autour d'une question sensible dans notre société en ce moment qui est relative à l'intelligence artificielle. Alors c'est sensible parce que vous avez dû voir que on a peur d'être envahi par les algorithmes, on a peur que, un peu comme dans les films de science-fiction, il y ait des intelligences artificielles qui peu à peu s'immiscent dans notre vie et décident un peu à notre place. Et puis alors là, il y a le deuxième point, c'est en médecine. La médecine, être médecin, c'est un métier un peu sacré parce qu'on s'occupe de la mort, on s'occupe de la souffrance. Et imaginer que des intelligences artificielles puissent faire ça à la place d'humains, c'est quelque chose de désacralisant. Et c'est pas juste qu'un fantasme, puisque certaines spécialités médicales, comme les radiologues, commencent à avoir quelques craintes sur la pérennité de leur boulot, parce que il semblerait que les intelligences artificielles soient particulièrement à l'aise pour analyser des images. Comme en radiologie, il y a beaucoup d'images, peut-être qu'à terme, si ces intelligences artificielles deviennent de plus en plus sophistiquées, elles iront très très vite pour analyser des mammographies, pour analyser des scanners, et elles coûteront moins cher en plus, et du coup, les radiologues, ils feront comme certains chirurgiens, quand leur technologie, leur technique opératoire est dépassée, ils devront changer de métier ou changer d'orientation. Donc c'est une crainte, et alors du coup, est-ce que c'est légitime ou pas légitime ? Alors d'abord, on parle d'intelligence artificielle, donc on parle d'intelligence. Alors l'intelligence, dans notre société, c'est quelque chose de très important. Autrefois, les humains devaient être forts. Aujourd'hui, les humains doivent être intelligents. L'intelligence, si je vous demande, après tout, qu'est-ce que vous préféreriez, avoir un enfant un peu gringalé, mais avec un QI très élevé, qui est le premier de sa classe, ou un enfant qui est plutôt musclé, qui est plutôt dans les derniers de sa classe? Tout le monde va dire, je préfère l'enfant qui est dans les premiers de la classe, même s'il est un peu gringalé. Donc on voit que l'intelligence, c'est le lieu du narcissisme contemporain. Un grand homme aujourd'hui, quelqu'un de bien, c'est souvent quelqu'un d'intelligent, beaucoup plus que quelqu'un de musclé. Et donc du coup, qu'il y ait des intelligences artificielles, quelque part, c'est une atteinte au narcissisme humain. D'ailleurs, on l'a bien vu, quand il y a eu des ordinateurs qui ont battu un champion du monde d'échecs, ça a été une blessure narcissique pour l'humanité. Et puis récemment, pour le Go, ça a été la même chose. Mais au bout du compte, l'intelligence, c'est quoi ? Alors, en fait, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition. On pourrait tenter pour dire, il y a des mesures, le QI, on sait bien que ça mesure l'intelligence, donc l'intelligence, finalement, c'est ce que mesure le QI. En fait, non. Si on a appelé ça quotient intellectuel, c'est qu'en fait, ça ne mesurait pas l'intelligence. Les psychologues qui ont créé les mesures de QI, ils voulaient bien mesurer l'intelligence, mais ils se sont rendus compte très vite qu'en fait, le mot intelligence était trop polysémique, et qu'on n'arrivait pas à fabriquer des instruments pour capturer tout. Donc on a fabriqué des instruments pour mesurer une intelligence très proche de l'intelligence scolaire, qui est le quotient intellectuel. Alors vous avez sûrement entendu parler de l'intelligence émotionnelle, qui consiste, en gros, ça serait l'intelligence relative à la compréhension des émotions d'autrui, qui bien sûr, en médecine, est quelque chose de capital. Alors en fait, ce concept d'intelligence émotionnelle qui a eu un certain succès médiatique, en fait, scientifiquement, il ne tient pas complètement la route. C'est-à-dire quand on crée des instruments mesurant l'intelligence émotionnelle, en termes psychométriques, ils ne sont pas très stables et ils ne sont pas forcément très discriminants des mesures de quotient intellectuel. Du coup, la notion d'intelligence émotionnelle est discutée. Et c'est un peu la même chose des autres formes d'intelligence. Vous savez, l'intelligence de la création, l'intelligence sociale. Il y a des auteurs qui ont proposé comme ça 6 ou 7 formes d'intelligence. Mais normalement, si ces formes d'intelligence existaient, avec les statistiques, on devrait pouvoir déceler des clusters de sujets ayant des spécificités d'intelligence. Et on n'y arrive pas. Donc du coup, la polémique est ouverte, même si quand même, on verra tout à l'heure qu'il y a une certaine tradition qui opposerait une intelligence plutôt intuitive à une intelligence plutôt de la raison et de la logique. En tout cas, le consensus n'est pas là et le débat est toujours ouvert. Alors moi, je vous proposerai comme définition de l'intelligence quelque chose de simple et de concret, l'aptitude à surmonter ses difficultés. Donc il y aurait une intelligence médicale,
c'est quand on a un cas clinique compliqué, il y a certains médecins qui arrivent plus facilement que d'autres à se dépatouiller de ce cas clinique, et on dit qu'ils ont une certaine intelligence clinique. Alors, à propos de l'intelligence artificielle, il semblerait que le concept soit apparu après la Seconde Guerre mondiale. Et ça se comprend parce que c'est à ce moment-là, vous savez, avec les premiers ordinateurs en particulier fabriqués pour décoder les systèmes de codage, de cryptage des Allemands. Donc Alan Turing, grand mathématicien, est un peu le pionnier de la théorisation de ce que c'est qu'un ordinateur et un automate qui est capable de réaliser des opérations, bref, une intelligence artificielle. Et en fait, ce qui est vraiment curieux, c'est que dès le début de l'intelligence artificielle, Alan Turing pose le problème de, finalement, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'intelligence ? Et là, je vous cite 2 papiers qu'on peut télécharger sur Internet. Et le deuxième est facile à lire et particulièrement intéressant. Il dit, mais finalement, est-ce que dire qu'une machine intelligente, c'est pas quelque chose d'hérétique ? Et en fait, son truc, c'est... Le contenu du papier, c'est... En réalité, il n'y a aucune raison qu'une machine ne soit pas intelligente. Alors, il déroule certains arguments qu'on peut critiquer parce qu'il est quand même pro-informatique. Et donc, il n'a pas forcément envie d'imaginer que les humains seraient différents des ordinateurs. Mais les arguments tiennent la route et il dit, finalement, il n'y a pas tellement de raisons de penser que les ordinateurs ne pourraient pas être intelligents. Et en fait, ce qui va se passer sûrement le jour où ça va arriver, le jour où on va avoir des ordinateurs aussi intelligents que des humains, voire peut-être plus, ça sera comme Galilée quand il a dit que la Terre tournait et tournait autour du Soleil. On va le considérer comme un hérétique. Et donc il dit, peut-être que de dire aujourd'hui que les machines sont intelligentes, ça choque et on nous considère comme des hérétiques, mais on verra, dans le futur, on aura raison. Alors néanmoins, il y en a qui disent, oui mais bon, les ordinateurs ça calcule bien, mais les ordinateurs ils ne sont pas intuitifs. Et vous me voyez venir, bien sûr, en clinique, il y a de l'intuition. Sauf que, alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Et puis d'abord, qu'est-ce que l'intuition ? Et là, on peut revenir à l'étymologie qui est intéressante. C'est que intuition, ça vient de la vue, du regard. Et que traditionnellement, chez les Grecs, c'était opposé au logos. Le logos, c'est parler avec la raison. Et c'est vrai que depuis des milliers d'années, il y a un peu une opposition entre une connaissance qui serait intuitive et une connaissance qui relèverait de la raison. Et d'ailleurs, vous vous souvenez sûrement de Pascal, notre philosophe français, qui opposait l'esprit de finesse à l'esprit de géométrie. C'est un peu pareil, c'est-à-dire l'esprit de géométrie, ça serait un peu la raison, utiliser des concepts, les organiser avec des règles logiques, et on a un peu des démonstrations comme en mathématiques. Et puis on aurait l'esprit de finesse qui, lui, il va dans le détail des choses. C'est peut-être pas aussi rigoureux, mais il approche la subtilité de la substance humaine. Et il y aurait les deux, il faudrait vivre avec les deux. Et alors, vous me direz, c'est Pascal, c'est les Grecs, aujourd'hui on ne parle plus de ça. Si, Kahneman, le psychologue qui a eu le prix Nobel d'économie en 2011, il a écrit un bouquin, Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée, où il dit qu'il y a un système de prise de décision qui serait rapide, donc en gros intuitif, et puis un système qui serait plus lent, basé sur la raison. Et que quand on va voter, quand on décide d'acheter une maison, on va réfléchir, on va dire peser le pour et le contre. Oui, mais ici, il n'y a pas de transport en commun, ici, il y a un bon collège, etc. Ici, ça coûte cher ou non. Et puis à la fin, on se met ensemble, on discute et on dit oui ou non. C'est l'esprit de géométrie, c'est rationnel. Et puis parfois, on a des coups de cœur, on voit et on dit non, c'est ça qu'il faut faire. Et ce serait plutôt l'autre système plus intuitif de prise de décision. Alors Kahneman, il sous-entend que quand on est intuitif, souvent on fait des bêtises. On a des biais en fait, des biais systématiques que la raison permet de contrer. Mais là, en fait, là aussi, tout le monde n'est pas complètement d'accord, même si lui, il a une vision scientifique des choses. Donc c'est
plus difficilement critiquable. Mais il y a des philosophes, comme ce philosophe allemand de la fin du XIXe siècle, qui dit la logique, en fait, elle fait rien. Parce qu'il y a toujours de l'intuition derrière la logique. Il dit la logique, c'est comme des béquilles, quoi. Voilà, ça nous aide à nous soutenir, à être plus solide sur nos jambes. Mais en fait, la logique, elle est là tout le temps. Il dit, l'intuition, elle est là tout le temps. Il dit la logique, elle est comme le soldat lâche qui achève un ennemi blessé et qui se vante ensuite de l'avoir tué. C'est-à-dire, quand on fait un raisonnement et qu'on dit « Ah ben vous avez vu, il va falloir faire ça pour cette raison et telle raison et telle raison », en fait, on a eu l'intuition que c'était ça qu'il fallait faire, et a posteriori, on essaie de trouver une explication rationnelle qui justifie notre intuition. Mais l'intuition, d'ailleurs, il y avait un autre philosophe qui disait « Elle initie, dirige et valide le discours », c'est-à-dire au début, l'idée naît d'une intuition, et puis, en fait, quand je déroule mon argumentation, d'un argument à l'autre, souvent c'est intuitif. Et puis, ce qui valide une démonstration, on dit « Ah ouais, t'as raison, c'est vrai, c'est intuitif. Hein. » Donc, il y aurait peut-être cette opposition, esprit de finesse, esprit de géométrie, intuition, logique, et puis la vision, et puis la parole. Mais alors, du coup, un ordinateur, c'est quoi son intelligence à lui ? Un ordinateur, c'est vrai que ça fonctionne. Alors vous savez, un ordinateur, c'est rempli de cases avec des 1 ou des 0. Et puis sur ces 1 ou ces 0, c'est de la mémoire, on peut faire des opérations, des ou, des et. Donc 1 et 0, ça fait 0. 1 ou 0, ça fait 1. Non 1, ça fait 0. Non 0, ça fait 1. Et puis avec ça, rien qu'avec ça, on peut faire des opérations, des soustractions, des multiplications, etc., etc., etc. Et on a des traitements de texte, et puis on peut même regarder Netflix pour visionner un film sur un ordinateur. Mais en fait, tout ça, c'est juste des 1, des 0, des ou, des et des non, et etc. Et donc, on a quand même envie de dire, des 1, des 0, des ou et des non, c'est que de l'esprit de géométrie. Hein, c'est que du calcul, c'est que de la raison. Et donc, vu de loin, on aurait que l'intelligence de l'ordinateur, ça serait que de l'esprit de géométrie, il n'y aurait aucun esprit de finesse. Et d'ailleurs, on retrouverait ça un peu en médecine. C'est vrai qu'en médecine, on a un peu des trucs sous forme de 1, de 0, de ou et de non. C'est les algorithmes diagnostiques, les scores prédictifs. Et c'est vrai que les algorithmes diagnostiques, c'est utile. Hein. C'est comme la logique, c'est comme la raison, c'est utile. Mais ça ne fait pas très clinique. D'ailleurs, j'avais un collègue cardiologue à Cochin qui disait un peu ça. Il disait « La clinique commence là où les algorithmes diagnostiques se terminent ». C'est-à-dire qu'en fait, oui, d'accord, voilà, un patient avec un syndrome métabolique, etc., je vais lui donner des IEC et statines. C'est un algorithme diagnostique. Mais en fait, c'est pas ça, la clinique. La clinique, c'est rentrer dans le cas, dans son histoire, dans la complexité du phénotype, pour essayer de s'assurer d'un diagnostic, mais qui n'est là, en fait, que pour mettre du sens et des mots sur une pathologie et un malade, et puis, naturellement, proposer un traitement. Donc on voit que la clinique est totalement différente des algorithmes diagnostiques et que du coup, l'intelligence humaine n'aurait rien à voir avec l'intelligence artificielle. Et donc du coup, forcément, l'intelligence artificielle, elle serait très limitée dans la pratique clinique. Ok, mais alors à ce moment-là, il faut quand même s'arrêter 30 secondes pour se demander, qu'est-ce que l'intelligence de l'humain ? Finalement, est-ce qu'un humain, c'est pas intelligent comme un ordinateur ? Autrement dit, vu que notre intelligence, quand même, c'est le cerveau qui le fait, comment le cerveau rend-il intelligent ? Alors vous me direz, oh là là, le cerveau c'est compliqué, il y a des neurosciences, mais enfin on ne sait pas tout en neurosciences. C'est vrai, on ne sait pas tout comment fonctionne le cerveau, il s'en fout de loin. Néanmoins, on a quand même maintenant des bases assez solides sur la compréhension de ce que c'est que le cerveau comme fabrication d'intelligence. Et je vous propose de passer une dizaine de minutes là-dessus, parce qu'en plus c'est un très beau sujet, et puis ça touche tout le monde. Alors, vous savez, à l'origine, dans le cerveau, il y a des neurones, il y en a énormément. Mais ils sont tous comme ça. Donc il y a les axones, et puis il y a les dendrites. Et surtout, c'est que les neurones, ils sont polarisés, hein, vous vous souvenez, il y a des charges négatives à l'intérieur, et des charges positives à l'extérieur. Alors de temps en temps, les dendrites, elles sont titillées par d'autres neurones. Et donc c'est localement dépolarisé, vous voyez. Mais quand c'est juste localement dépolarisé, le neurone il reste comme ça.
Et puis s'il est dépolarisé au-delà d'un certain seuil, alors brutalement, au-delà de ce seuil, paf, toutes les charges positives arrivent à l'intérieur et toutes les charges négatives passent à l'extérieur. On dit que le neurone est dépolarisé. Donc en fait, et finalement, quand je disais tout à l'heure que les ordinateurs, il y a des 0 ou des 1, ben finalement, dans le cerveau, il y a des neurones qui sont polarisés ou dépolarisés, donc ils sont un peu aussi sous forme de 0 et de 1. Mais le cerveau ne fonctionne pas avec des ou, des et des non. Le cerveau, il est connecté. Il y a des neurones avec des axones qui viennent stimuler des neurones d'aval, etc. Et puis, au-delà d'un certain seuil, ce neurone 5 se dépolarise et à son tour, il risque de dépolariser, et etc. etc. C'est un réseau. D'ailleurs, on dit réseau de neurones. Réseau de neurones. Alors, figurez-vous que dans les années 60, 70, 80, il y a eu des biophysiciens, des biomathématiciens qui ont modélisé un cerveau. Alors ils les ont modélisés, voilà, le neurone il est polarisé ou dépolarisé, donc là il est noir ou blanc. Et puis il y a une petite règle simple, c'est qu'on dit si un neurone d'aval, par exemple lui, il reçoit beaucoup de stimulation des neurones d'amont, et tac, le coup suivant il va changer de polarité. Voilà, et donc ça correspond à cette règle qui est assez simple. Et donc du coup, en fait, on peut considérer qu'un cerveau, c'est un nuage qui scintille, c'est un nuage de neurones, et il scintille en étant polarisé, dépolarisé. Tac, voilà un neurone, voilà un cerveau qui est en train de penser, un peu en roue libre, comme quand on réfléchit, et c'est un nuage scintillant. Et alors, les biophysiciens se sont posé la question, à partir de notre formalisme, là, est-ce qu'on pourrait démontrer le fait que, est-ce que un cerveau qui est construit comme ça, est-ce qu'il va scintiller, scintiller, scintiller sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt? Ou est-ce qu'à un moment donné, toc, il va s'arrêter et converger vers un état stable? Eh bien, on a réussi à montrer que oui, un cerveau modélisé comme ça, il scintille, il scintille, il scintille, et à un moment donné, toc, il s'arrête. Et comment on a fait ça? En fait, on est capable de définir une énergie d'un cerveau. Voilà, c'est comme ça, on pourrait discuter de la formule, qu'est-ce que l'énergie? Ça ressemble assez à une énergie cinétique, mais bon, bref, c'est pas l'objectif de notre topo, on ne va pas rentrer dans ces détails. Bref, chaque configuration d'un cerveau, chaque état d'un cerveau correspond à une certaine énergie. Donc du coup, ça permet d'envisager une représentation géométrique de tous les états mentaux possibles correspondant à un sujet donné. Un état mental, c'est une certaine configuration du cerveau. Là, j'ai un état mental qui correspond à excité, excité, non excité, non excité, non excité. Si celui-là devient excité, alors j'ai un nouvel état mental, une nouvelle configuration du cerveau. Et cette nouvelle configuration du cerveau aura une énergie différente, peut-être plus élevée, peut-être plus basse. Et partant de ça, donc, on peut essayer de proposer une représentation géométrique de tous les états mentaux possibles d'un sujet. Et on fait ça comme ça. Vous voyez, c'est une espèce de surface en 3 dimensions. Un point de la surface correspond à un état mental possible, c'est-à-dire à une configuration possible du réseau de neurones. Et puis quand on a un point adjacent, vous voyez, il est adjacent, il y a un petit segment qui les rejoint, en fait, on a un nouvel état mental, mais il n'y a qu'un neurone, vous voyez, il n'y a qu'un neurone qui change d'état. Donc, on passe d'un état à un autre état quand il y a un seul neurone qui est modifié. Eh bien, tout à l'heure, je vous disais que on a réussi à montrer que quand le cerveau fonctionne en roue libre, et quand il est modélisé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien, l'énergie du cerveau ne peut que décroître. Et donc, du coup, si je suis ici, voilà, et que je laisse mon cerveau fonctionner en roue libre, il va scintiller, mais il va scintiller forcément en décroissant dans le relief. Et donc, on va avoir comme ça, vous voyez, une représentation graphique, non seulement de tous les états mentaux possibles, mais en plus de comment évoluent ces états mentaux au fil du temps. Ils évoluent en décroissant,
Et donc tout à l'heure, vous vous souvenez, à droite, on avait un nuage scintillant, et à gauche, on va regarder ce que ça fait en termes de représentation graphique parmi tous les états mentaux possibles. Eh bien, vous voyez, au fur et à mesure que le cerveau scintille, eh bien à gauche, le point dévale le long d'un relief jusqu'à ce que finalement, il tombe dans ce qu'on appelle un attracteur, et là, tac, il s'arrête. Il s'arrête. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des cognitivistes qui disent que au moment où le cerveau arrive dans un état minimal, c'est là qu'on a conscience de quelque chose. Donc vous voyez, vous pensez, vous vous demandez, tiens, où sont mes clés? Zut, merde, j'arrive chez moi, je vais ouvrir la porte, j'ai pas mes clés, comment ça se fait? Et là, vous réfléchissez, et vous dites, je les ai oubliés à mon bureau. Et au moment où vous vous dites, Eureka, je les ai oubliés à mon bureau, vous êtes tombé ici. Vous avez conscience qu'elles sont là. Alors peut-être que vous vous trompez, mais en tout cas, c'est la représentation que vous vous faites de l'endroit où sont vos clés. Alors vous me direz, d'accord, mais bon, les états mentaux d'un humain, ça n'a rien à voir avec un petit relief comme on a vu tout à l'heure, avec trois petits creux. Hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, c'est-à-dire comme on a des milliards de neurones, le nombre de configurations possibles, c'est-à-dire le nombre d'états mentaux possibles d'un être humain, c'est inimaginable. C'est inimaginable au sens propre du terme parce qu'en fait, il y a plus d'états mentaux possibles d'un humain que de particules dans l'univers. Donc la complexité du relief qui correspond à l'ensemble de nos états mentaux à nous, humains, c'est un relief horriblement compliqué. Et en fait, vous voyez, avec plein de minima possibles, etc., qui correspondent à plein d'états de conscience que l'on pourrait avoir un jour, et que l'on n'aura peut-être jamais, parce que jamais on ne dévalera, dans ce relief infini, on ne dévalera cet endroit. Donc d'ailleurs, vous voyez, c'est ce que les psychanalystes appellent le préconscient, quelque part. Hein. C'est ce qui pourrait être conscient, mais qui ne l'est pas encore. Voilà, ça c'est l'ensemble du préconscient d'un être humain. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Je me pose la question où sont mes clés, je réfléchis, mais alors zut, dans la voiture, je les avais pas, etc. Et voilà, mais quand je suis sorti dans l'ascenseur, je les avais pas, mais je les ai posées sur mon bureau. Et en fait, vous voyez, la mémoire humaine, quand on essaie de se souvenir comme un humain, c'est pas du tout comme un ordinateur. Hein, je vous avais dit, les mémoires d'un ordinateur, c'est des cases où il y a des 0 et des 1. Nous, c'est pas comme ça. La mémoire est associative. La mémoire, en fait, c'est un relief dans lequel sont creusés des attracteurs. Et ces attracteurs creusés correspondent à des choses que l'on a mémorisées. On va voir ça en détail tout à l'heure. Et donc, en fait, mémoriser, c'est associer. La mémoire humaine est associative et la mémoire d'un ordinateur n'est pas associative. Alors, cette représentation graphique des états mentaux, ça permet aussi de comprendre comment on catégorise. Vous voyez, vous rentrez chez vous. Vous marchez sur le trottoir et puis vous voyez une petite forme qui court dans l'herbe. Et vous dites, tiens, j'ai vu un chat. Alors, vous avez conscience que c'est un chat. Vous êtes dans l'attracteur chat. Hein, tout à l'heure. Donc c'est un creux qui correspond à l'attracteur chat. Vous avez conscience d'un chat. Mais en fait, il y a plein de chats dans votre imaginaire. Vous avez déjà rencontré plein de chats. Donc dans l'attracteur chat, il y a plein de sous-attracteurs. Notamment, il y a celui-là qui est particulièrement profond parce que c'est votre chat. Et plus vous êtes confronté à un même objet, plus dans votre mémoire il est gravé. Et ça correspond au fait que l'attracteur il est creusé, il est très creusé. Et là vous voyez, c'est le chat du voisin, eh bien c'est un chat que vous voyez, que vous connaissez, mais vous connaissez moins que votre chat à vous. Et donc là vous êtes ici, qu'est-ce que c'est? Je vois un chat. Et là puis c'est juste un chat. Là c'est, c'est un chat. Hop, vous êtes dans l'attracteur chat, et puis là, tiens, c'est le chat du voisin. D'accord, ok. Et puis là, je vois un chat. Oui, je suis dans l'attracteur chat, c'est un chat, mais là, c'est mon chat. Et vous le reconnaissez avec beaucoup de certitude. C'est un vrai eureka. Et le fait que ça soit un tel niveau de certitude, ça vient du fait que l'attracteur, il est très profond. Mais vous voyez, au passage, on catégorise. C'est-à-dire, vous avez la catégorie chat, et vous avez la sous-catégorie mon chat.
le chat du voisin, etc. Et on peut très bien imaginer que vous, dermatologues, comme vous passez beaucoup de temps à visualiser des tumeurs pigmentées cutanées, ben vous avez un attracteur tumeur pigmentée cutanée. Et comme il y a plusieurs types, il y a plusieurs clusters de tumeurs pigmentées cutanées, les névus, les mélanomes, etc. Ben vous avez des sous-attracteurs à l'intérieur de ça, et quand vous voyez un patient, vous dites, ah tiens, oui, ce névus, ah oh là, celui-là, attention, c'est bizarre, en fait, ben vous êtes sorti de l'attracteur névus et vous êtes rentré dans l'attracteur mélanome. Alors du coup, ben on a envie de dire, les humains, c'est pas des ordinateurs, on fonctionne pas pareil. Et d'ailleurs, ça se sent bien, nous on est intuitif, on est flou, quoi. Hein. D'ailleurs, on le dit, ah ben, oh ça, tu crois que c'est un névus, ça? Oh, moi j'ai une crainte, regarde. Ah oui, c'est vrai, oh, quand même, voilà, on dit, on hésite. Alors que l'ordinateur, lui, il se souvient pas, c'est oui ou non. Hein. Si un élément de la mémoire a été effacé, tout est effacé. Alors que nous, vous voyez, nous, en fait, les attracteurs, donc plus on mémorise, plus l'attracteur est profond, et puis moins on mémorise, c'est-à-dire si jamais vous vous arrêtez de travailler parce que vous êtes à la retraite, eh ben, après 5 ans de retraite, ben, les attracteurs névus et mélanomes, ben, ils seront moins profonds, parce que ça fait 5 ans que vous n'en voyez plus. Donc vous vous en souvenez, hein, mais vous serez moins affûté dans vos diagnostics. Donc du coup, on voit que la mémoire humaine, elle n'est pas en oui ou non, elle est en plus ou moins. Donc du coup, on n'est pas comme les ordinateurs. Ben ouais, mais sauf que, vous vous souvenez de mon petit modèle de cerveau? Ben ça, en fait, ben, y a des informaticiens qui se sont amusés à le simuler avec des ordinateurs. C'est-à-dire que c'est fou, c'est-à-dire que nous, humains, en fait, on est fondamentalement intuitifs, mais pour une raison assez extraordinaire, on est capable d'avoir une pensée logique. Sûrement à cause du langage. Sûrement à cause du langage. Vous savez qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, voire centaines de milliers, il y a eu une mutation qui a fait que, on a accès au langage et que ça a dû structurer quelque part notre cerveau pour faire qu'à partir de son fonctionnement qu'il y avait tout à l'heure, on est capable de parler et de faire de la logique. Mais ça ne va pas du tout de soi d'imaginer qu'un cerveau puisse être logique. Avec les ordinateurs, on a fait le contraire. Avec les ordinateurs, on a pris un truc qui est complètement logique et on l'a transformé pour qu'il fonctionne comme un humain. Alors, je vois que le temps passe. Je vais aller vite sur cette petite modélisation que je voulais vous proposer. On peut modéliser un petit cerveau visuel d'enfant. Donc voilà, on peut imaginer. Alors, imaginons un enfant qui est sur une île déserte avec juste ses parents. Et puis, imaginons, on va s'intéresser qu'à son cortex occipital, quoi, pour le dire vite. Plutôt à son cortex occipital et aux zones associatives frontales qui analysent la vision. Alors, et on va considérer que régulièrement, le bébé voit le visage de sa maman, il voit son papa ou sa maman, et il voit un bateau où la maman ou le papa partent pêcher. Donc, comme il voit souvent ces trois images, dans son univers psychique qui représente graphiquement tous ces états mentaux possibles, il va y avoir trois pics très profonds qui correspondent aux images qu'il voit suivant. Papa et maman, le visage de maman et le bateau. Maintenant, si jamais sa mère arrive et qu'elle se cache pour lui faire une farce, elle se cache derrière un arbre, le visage à moitié caché, il se passe quelque chose pour nous qui est complètement évident. Si vous voyez le visage de votre compagnon à moitié caché, vous le reconnaissez, vous dites « Ah, c'est lui !» Mais pour un ordinateur, c'est horriblement compliqué. Comment associer un visage caché à un visage entier? C'est horriblement compliqué à programmer, alors que pour nous, c'est juste évident. Et en fait, c'est là qu'on comprend que c'est évident, c'est que le visage à moitié caché, il est là. En fait, le cerveau va évoluer, il va descendre le relief jusqu'à ce qu'il tombe dans l'attracteur qui est le plus proche de l'état initial, c'est le visage de maman. Et ce qui se passe, c'est donc que je vois un visage à moitié caché et je sais que c'est maman parce que ça, c'est ce dont j'ai conscience. C'est pour ça qu'on dit « c'est maman »
alors qu'en fait, je ne vois que la moitié de son visage. Et même pour un nouveau-né, c'est juste évident. Alors figurez-vous qu'on peut programmer ça. J'ai programmé un ordinateur qui simule un réseau de neurones comme ça. Et je lui ai fait apprendre un visage, un papa et la maman et le bateau. Et donc, je considère l'état initial, visage de maman à moitié caché, et puis je regarde ce que le réseau de neurones va donner, si ça marche, voilà. Donc petit à petit, le réseau, l'énergie descend, jusqu'à ce que, vous le voyez venir, petit à petit, eh bien je converge vers le visage de maman. Donc j'ai réussi à simuler le cerveau visuel d'un nouveau-né. Voilà, il reconnaît ce que c'est que le visage à moitié caché de sa maman. Alors vous me direz, d'accord, mais bon, on est loin de ce qu'on fait nous. D'accord, mais sauf que les informaticiens, maintenant, ils ont des ordinateurs extraordinairement puissants et ils ont des modèles de réseaux de neurones qui sont ultra sophistiqués. Et ils en ont un notamment, le GAN, ça s'appelle. Alors, génératif adverse, réseau adverse génératif. Alors, c'est un système de réseau de neurones qui fabrique en fait une intelligence artificielle qui est capable de créer. Alors quand même, la création, si c'est pas vraiment de l'intelligence, et donc vous allez voir, c'est quand même assez bluffant. Alors ça fonctionne comment? C'est assez incroyable. Hein. C'est en fait deux intelligences. C'est une intelligence artificielle qui est subdivisée en deux intelligences artificielles. Il y en a une qui crée. Elle crée. Et puis l'autre, elle a une base de données énorme en tête et elle dit à l'intelligence artificielle qu'a créée si la création c'est compatible avec ce que ferait un humain ou pas. Et l'intelligence artificielle qui crée, elle apprend comme ça à faire des choses qu'un humain aurait pu faire. Et quand l'autre intelligence artificielle qui juge dit « Ok, ça pourrait être un humain », le résultat est sorti et ça fait une création. Alors voilà, le visage d'une jeune femme, eh bien cette jeune femme n'existe pas. Voilà, ce visage a été créé de toutes pièces par un GAN, par une intelligence artificielle. Et il faut être honnête, ce visage c'est vraiment un visage humain. Voilà, on a même l'impression qu'il nous regarde et que il y a une espèce d'émotion qui passe, de tendresse, un petit sourire. On aurait presque envie de rencontrer cette personne et de lui dire comment ça va, quoi. C'est quelque chose de purement artificiel. Et là, voilà une œuvre d'art, hein, un peu à la Francis Bacon. C'est un chien déformé qui a été généré par une intelligence artificielle. Et puis il y a même des intelligences artificielles qui font de la musique. Et pour faire une petite pause musicale, je vous propose d'écouter pendant 2 minutes une musique qui a été créée pour un jeu vidéo, et ça a été créé par une intelligence artificielle. Et c'est assez touchant parce que c'est un orchestre d'humains qui joue une partition écrite par une intelligence artificielle, et vous allez voir qu'en fait, ça marche. Ça marche. Il y a une émotion qui passe. Alors bien sûr, vous direz, oui, mais jusqu'à quel point? Il y a une discussion dans la littérature. Est-ce que c'est vraiment que l'intelligence artificielle qui crée? Est-ce que le programmeur qui a programmé l'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y a pas de sa création à lui? Le débat est ouvert, mais c'est plus compliqué que ça, et je serais ravi de répondre à vos questions si c'est le cas. Donc écoutons cette musique.
Bon, alors, quand même, hein. Quand même, on est bien obligé de reconnaître que les intelligences artificielles d'aujourd'hui, jusqu'à quel point sont-elles devenues intelligentes? Quand même, elles sont vraiment devenues intelligentes, hein. Et d'ailleurs, on le sait, quand vous tapez sur Google une requête, à l'évidence, c'est très intelligent. Google, il comprend ce que vous faites, hein, et il trouve des réponses qui sont extrêmement pertinentes, hein. Et Google fonctionne, bien sûr, avec de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, on en arrive à la fin de la présentation, et en médecine. Alors, pour l'instant, c'est calme, hein. Pour l'instant, c'est calme. On n'a pas d'intelligence artificielle qui permet de se substituer à un médecin, il n'y a pas photo. Néanmoins, il y a eu des papiers qui sont sortis qui commencent à faire réfléchir. Donc en dermatologie, j'ai sélectionné 2 papiers. Un d'ailleurs qui est une revue de la littérature très récente sur les applications de l'intelligence artificielle en dermatologie. Je vous le recommande si le sujet vous intéresse parce que le papier est très bien fait. C'est-à-dire que non seulement il vous dit, alors on va voir, hein, bien sûr le second papier, papier qui a fait beaucoup de bruit sur la détection des mélanomes, mais il va au-delà de ça. Il essaie de voir quels seraient les domaines en dermatologie qui pourraient être dans lesquels l'intelligence artificielle pourrait avoir une certaine application, mais surtout il critique l'intelligence artificielle en disant pourquoi les articles sont sujets à caution et pourquoi en fait un dermatologue n'est pas qu'une intelligence artificielle telle qu'on les conçoit aujourd'hui. Alors, j'en arrive à l'article qui a fait beaucoup de bruit, publié dans Nature, donc vous savez, la méga revue, et donc ça a été des réseaux de neurones, donc une intelligence artificielle, qui a appris à discriminer des tumeurs cutanées sur 100 000 photos, et en fait, on a entraîné ce réseau de neurones à dépister des mélanomes. Et on a pris 300 nouvelles photos, on les a fait coder par l'intelligence artificielle et par des dermatologues. Et le résultat qui a fait du bruit, c'était que l'intelligence artificielle était meilleure que les dermatologues. Sauf un. Alors, en fait, et ça c'est ce que dit cet article avec à propos, hein, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est que, en fait, un dermatologue, quand il fait un dépistage de mélanome, il fait pas que regarder des photos. Bien sûr le relief de la tumeur, il y a le dermatoscope, bien sûr, mais il y a aussi l'histoire. C'est-à-dire on va interroger le patient, est-ce que cette lésion qu'il a là, est-ce qu'elle a bougé ou pas? Et ça, les dermatologues, ils n'avaient pas ça quand ils ont été confrontés à l'intelligence artificielle. Donc en fait, et puis l'autre point, c'est que c'est le problème de surajustement. C'est-à-dire que ces intelligences artificielles, elles sont très très sensibles aux jeux de données qu'on leur donne pour apprendre. Et du coup, ça généralise très mal. C'est-à-dire que, là, imaginons qu'on ait pris des lésions cutanées, un panel aux États-Unis. Si on leur donne des lésions en Europe, en fait, et ça a été fait, hein, l'algorithme devient beaucoup moins efficace. Voilà, c'est le surapprentissage, on appelle ça. Donc, du coup, intelligent, oui, mais il y a des limites. Alors, du coup, on peut se poser la question, finalement, jusqu'où sont-elles intelligentes, ces intelligences artificielles? Aujourd'hui, parce que ça évolue tellement vite, les réseaux de neurones tels qu'on les a là, faisant tout ce que je vous ai montré précédemment, c'est 10 ans, pas plus, hein. Donc qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ou dans 20 ans? Alors là, personne ne le sait. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les intelligences artificielles, les vraies, c'est-à-dire à base de réseaux de neurones, sont fortes pour faire des tâches pointues. Et dépister un mélanome, c'est plutôt une bonne idée pour faire tourner une intelligence artificielle. Mais alors, curieusement, et on ne comprend pas tellement pourquoi aujourd'hui, il faut quand même vraiment des bases de données énormes. Alors, je sais bien que dans cet article, ils disent que c'est pas si sûr que ça.
moi j'ai des doutes quand même, globalement, à faire apprendre un réseau de neurones, il faut une quantité d'informations colossale. Alors que curieusement, pour un humain, eh bien pas tant que ça. Souvenez-vous, quand vous avez appris la dermatologie au second cycle d'études médicales, ben, en fait, on ne vous a pas montré tant d'images que ça. Hein. On vous en a montré 4 ou 5. Et c'est avec la sémiologie aussi que vous avez appris. Et ça marche pas mal, rien qu'avec quelques images. Et d'ailleurs, on le voit avec des enfants. Où on parlait des chats. On peut programmer une intelligence artificielle pour qu'elle reconnaisse des chats. Mais il va falloir des milliers d'images. Alors qu'un enfant, vous lui dites 3 fois c'est un chat, après il reconnaît que c'est un chat. Et ça, c'est pas complètement clair pour savoir comment on fait nous. C'est-à-dire peut-être qu'on est pré-câblé pour reconnaître des formes, en particulier des formes de chat. Et puis il y a quand même autre chose, c'est que notre cerveau est mixte. C'est-à-dire on a l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Et typiquement en médecine, ben, il y a un va-et-vient entre la sémiologie et l'intuition clinique. Hein, c'est vrai que je vois quelque chose, je me dis, oh ce patient-là, il a une sale tête. Hein. Ah, anorexie, amaigrissement, asthénie, altération d'état général. Mais vous voyez, il y a les deux. Il a une sale tête et hop, je pense à la sémiologie qui me confirme mon impression, je dis que c'est une altération de l'état général. Et c'est ce lien qu'il y a entre esprit de finesse, esprit de géométrie, aujourd'hui avec les intelligences artificielles, c'est compliqué. Et puis le troisième point, c'est que ben, nous avons une histoire. C'est que nous avons peur de mourir, nous ne savons pas ce qu'il y a après la mort, nous avons des parents, nous avons des enfants, et nos patients aussi. Nous partageons les mêmes mythes que nos patients. Et ça, c'est capital, c'est qu'une intelligence artificielle, vraisemblablement, n'aura pas peur de mourir. Une intelligence artificielle ne sait pas ce que ça fait d'avoir des enfants. Et si un patient vous amène ses enfants en disant, voilà, il a un eczéma, j'ai peur, ça gratte, c'est la folie, vous savez ce que c'est que d'avoir un enfant qui va pas bien. C'est peu probable qu'une intelligence artificielle le sache comme vous. Donc en fait, pour conclure, ben en fait, les intelligences artificielles, ça va nous permettre d'avoir une intelligence clinique augmentée. Et depuis toujours, les médecins ont besoin d'intelligence clinique augmentée. D'ailleurs, on a plein de trucs à apprendre, et pour ça, on lit des livres, et on lit les régulièrement. Et les livres, en fait, c'est une mémoire augmentée. Et puis la médecine, c'est compliqué, et c'est non déterministe, c'est probabiliste, et donc du coup, on ne sait jamais si un traitement va être efficace ou pas, on ne sait jamais le pronostic. Et pour ça, depuis très longtemps, on utilise des statistiques. Et les statistiques, ça nous permet de savoir statistiquement si les traitements sont plus ou moins efficaces dans telle situation. C'est des connaissances augmentées. C'est très fiable, les statistiques, mais c'est frustrant. C'est-à-dire, on n'est jamais sûr avec les statistiques, par définition, mais on s'en sert depuis longtemps. Non, alors ce que va faire l'intelligence artificielle là-dedans, c'est qu'elle va permettre de gérer des situations très multivariées et très non linéaires, ce que ne permet pas de faire la statistique. Et donc on va avoir de la clinique augmentée. Et ça pas frustre. Ça pas frustre contrairement à la statistique. On pourra avoir, et je crois que vous avez déjà des dermatoscopes augmentés, qui scannent, qui permettent de comparer, etc. On aura très vraisemblablement dans quelques années des dermatoscopes avec une intelligence artificielle qui dira probabilité de mélanome égale temps. Et puis après, vous aurez des lunettes de réalité virtuelle. Vous regarderez votre patient et il y aura de la réalité augmentée avec un petit message qui apparaîtra. Ah, attention, il y a 15 jours, la lésion avait une superficie de 30% inférieure, donc ça a augmenté. Ah, attention, peut-être faudrait lui demander s'il a un chat, parce que ça me fait penser à une teigne, etc. Vous aurez quelque chose qui vous aidera dans votre pratique, mais comme aujourd'hui, vous avez des livres et vous avez des statistiques, et ça vous aide. Et donc, en fait, on n'a pas à avoir peur de l'intelligence artificielle en médecine. D'abord, notre intelligence n'est pas du tout négligeable. Notre cerveau est largement au niveau des plus puissantes intelligences artificielles qui existent au-dessus aujourd'hui, et même largement au-dessus. Et puis en plus, nous serons toujours des passeurs de mythes. Nos patients, quand ils viennent nous voir, ils ont besoin de sens, ils ont besoin qu'on intègre leur maladie dans leur histoire. Pourquoi ils sont malades? Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qui fait sens pour eux? Et ça, il n'y a vraiment que des humains pour pouvoir partager ce sens. Maintenant, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous sur tout ce dont on vient de discuter.